Je m'appelle Lisa et j'ai cru un jour que tout était bien en place. J'occupais un poste prestigieux de responsable du marketing, je partageais une relation amoureuse avec mon mari, Ethan, et je jouissais d'une vie stable et confortable. Financièrement indépendante, j'étais fière de m'occuper seule du remboursement de notre prêt hypothécaire, ce qui renforçait mon sentiment d'accomplissement. La famille était au cœur de notre existence. Le jeune frère d'Ethan, Brian, et leur mère, Amy, étaient des éléments constants de notre vie. Ayant perdu leur père des années auparavant, les frères étaient dévoués à leur mère, ce que j'admirais profondément. Cela me faisait chaud au cœur, et j'appréciais encore plus Ethan pour son dévouement à sa famille. Amy a d'abord semblé m'approuver. Lors des réunions de famille, elle m'engageait dans des conversations sur mon travail, faisant souvent remarquer d'un signe de tête, marketing, hein. Cela semble important. Et elle était rassurante de se sentir acceptée et appréciée par la famille d'Ethan, et j'étais impatiente de m'intégrer pleinement dans leur cercle très uni. Nos premières années de mariage ont été remplies de week-ends joyeux, de repas de fête et de soirées jeux en famille spontanés. Je me souviens d'un Thanksgiving particulièrement animé chez Amy, où les rires et les bavardages remplissaient la pièce, créant une atmosphère chaleureuse et inclusive. J'avais le sentiment d'appartenir à cette famille. Cependant, un changement s'est produit lors d'un réveillon chez Amy. Alors que je remplissais mon verre de vin dans la cuisine, j'ai accidentellement surpris une conversation qui allait commencer à changer mon point de vue. Amy se moquait de la robe bon marché de Julie dans le salon, suggérant que Julie, une mère célibataire faisant de son mieux, n'était pas à la hauteur en essayant de jouer avec les grands garçons. Cet incident m'a fait remettre en question la nature de la dynamique familiale que j'avais admirée. Les taquineries que j'avais considérées comme inoffensives ont pris un ton plus malveillant au fil du temps. Amy se réunissait souvent avec Ethan et Brian pour chuchoter et rire aux dépens des autres, en faisant des remarques sournoises sur divers membres de la famille et amis. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise d'en être témoin. Un dimanche de Pâques, j'ai atteint ma limite. Amy était dans le salon, critiquant avec désinvolture les décisions financières d'un autre membre de la famille. Lorsque je n'ai plus pu me retenir. Me levant, je l'ai confronté à la grossièreté de ses remarques, espérant défendre ceux qui étaient subtilement intimidés. La salle est devenue silencieuse et Amy, d'un ton sarcastique, a rejeté mes préoccupations, suggérant que j'étais trop sensible. À ce moment-là, j'ai cherché le soutien d'Ethan, espérant qu'il me soutiendrait. Je me suis rendu compte que les réunions familiales que j'aimais en cachaient un courant de méchanceté, ce qui m'a découragée et m'a poussé à réévaluer la dynamique de la famille dont j'avais tant voulu faire partie. Après la réaction décevante d'Ethan, les réunions de famille se sont transformées en épreuves pour moi. Je me retrouvais souvent isolée, sirotant un verre tandis qu'Ethan restait collé aux côtés de sa mère. Et elle m'envoyait parfois des regards d'excuses, mais ne se joignait jamais à moi pour m'offrir le soutien dont j'avais besoin. Un soir, après un nouveau dîner difficile, je l'ai confronté. « Pourquoi ne peux-tu jamais lui tenir tête ?» ai-je demandé, la frustration transparaissant dans ma voix. Ethan, l'air las, se passa la main dans les cheveux. « C'est ma mère, Lisa. Que veux-tu que je fasse ? Je m'attends à ce que tu lui dises qu'elle est cruelle. J'attends de toi que tu me soutiennes ? Ai-je insisté. Mais il ne l'a jamais fait, et en conséquence, j'ai commencé à inventer des excuses pour éviter ces événements familiaux douloureux, invoquant des crises professionnelles soudaines ou des migraines, n'importe quoi pour échapper au chuchotement dur et au regard froid. Alors que je pensais que notre situation ne pouvait pas être plus tendue, la vie nous a fait prendre un virage important. Je suis tombée enceinte. Et la découverte de la grossesse m'a laissée avec un mélange d'émotions, tenant le test avec des mains tremblantes, et appelant Ethan, qui s'est précipité, préoccupé, peignant ses traits. Lorsque je lui ai montré le test, sa réaction, un mélange de choc et de soulagement, m'a fait espérer brièvement que cette nouvelle vie pourrait peut-être réparer les fissures croissantes entre nous. Cependant, la grossesse s'est avérée tout sauf facile. J'ai dû faire face à des nausées et à des vertiges constants. Avec la menace imminente d'une fausse couche qui planait au-dessus de moi, me forçant à me reposer au lit, et j'ai fini par quitter mon travail lorsque mon état s'est aggravé et que ma vue a commencé à se détériorer.
une complication rare mais potentiellement permanente. Pendant cette période de vulnérabilité, j'ai senti Ethan s'éloigner de plus en plus, rentrant souvent tard à la maison, voire pas du tout, me laissant seule face à mes défis. Le jour de ma césarienne programmée est arrivé plus tôt que prévu en raison de mes problèmes de vue, rendant l'accouchement naturel trop risqué. Allongé sur la table d'opération, rempli d'un mélange de peur et d'anticipation, j'ai demandé à voir Ethan, mais une infirmière m'a dit qu'il avait choisi d'attendre à l'extérieur. L'opération elle-même s'est déroulée sans problème et entendre les premiers cris de mon fils a été un moment transcendant, qui m'a rempli d'une immense bouffée d'amour. Cependant, la joie a été de courte durée. Car Ethan est finalement apparu dans la salle de réveil, son inconfort et son agacement à peine dissimulés. Lisa, il faut qu'on parle. Ce n'est pas normal, commença-t-il brusquement. Ses paroles, rejetant la nécessité de mon opération et déplorant la présence d'hommes pendant l'accouchement comme contraire aux anciennes normes, ont fait vibrer une corde sensible en moi. Lorsqu'il est parti en claquant la porte, prétextant que l'environnement hospitalier était trop dur pour lui, je suis restée seule, ébranlée non seulement par ses paroles, mais aussi par la réalité de notre situation. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par des nuits blanches et des tétées constantes, la présence d'Ethan se faisant de plus en plus rare, me laissant naviguer seule dans les eaux difficiles de la nouvelle maternité. Depuis la naissance de notre fils, Ethan a à peine aidé à s'occuper de lui et s'est souvent plaint. Peux-tu le faire taire? Il grogne alors que notre bébé pleure toute la nuit. J'essaie, répondais-je, la voix lourde d'épuisement. Il fait ses dents, Ethan. Cela lui fait mal, mais Ethan n'a pas de patience pour ça. Tout ce que tu fais, c'est te concentrer sur l'enfant. Et moi? Et notre vie sexuelle, j'ai été étonnée par son manque de compréhension et de compassion, d'autant plus que je me remettais à peine d'une intervention chirurgicale majeure et que je n'avais que très peu de sommeil. Au fil des semaines et des mois, l'insatisfaction d'Ethan n'a fait que croître. Un soir, alors que j'essayais de calmer notre petit garçon de 7 mois, il m'a carrément dit, « Tu dois retourner au travail. » J'ai été choquée. Quoi? J'ai commencé par parler du bébé. Nous allons engager une nounou, a-t-il interrompu. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, Lisa. Nous avons besoin d'argent. Bien que j'ai voulu faire valoir que notre fils avait besoin de moi et que je n'étais pas prête à reprendre le travail. Son regard résolu m'a fait taire. Le cœur lourd, je me suis mise à la recherche d'un emploi. Il était difficile de trouver un emploi avec ma vision compromise. J'ai fini par obtenir un poste dans une petite entreprise, bien que le salaire soit inférieur à ce qu'il était auparavant. Lorsque j'en ai informé Ethan, sa réaction a été, comme on pouvait s'y attendre, dédaigneuse. C'est ça, s'est-il moqué. Nous payons une nounou pour cela, j'ai eu les larmes aux yeux. Je fais de mon mieux, Ethan. Ce n'est pas facile avec ma vue, plaidai-je. Des excuses, a-t-il marmonné en s'éloignant. Ce fut le début de ma nouvelle réalité. Je me précipitais au travail chaque matin, rongé par la culpabilité d'avoir laissé mon bébé à une nounou, luttant tout au long de la journée avec ma vision limitée, puis rentrant à la maison avec un mari rancunier et un fils qui avait désespérément besoin de mon attention. Le temps s'est écoulé dans un flou de travail, de garde d'enfants et de tensions croissantes à la maison. En un rien de temps, 3 années s'étaient écoulées depuis la naissance de mon fils. Malgré les difficultés, je le chérissais profondément et je trouvais de la joie dans les étapes importantes de sa vie. Les réunions de famille ont continué à être stressantes, en particulier à cause du comportement d'Amy. Elle jouait le rôle de la grand-mère attentionnée quand les autres regardaient, mais son désintérêt était évident. Viens voir grand-mère, disait-elle d'une voix douce, les bras tendus vers mon fils. Pourtant, il s'accrochait à moi, détournant son visage de cette femme qu'il connaissait à peine. L'expression d'Amy s'assombrit. Que est-ce que tu lui as dit à mon sujet? Elle sifflait d'un air accusateur. Tu montes mon petit fil contre moi. J'essayais de m'expliquer, lasse. Il ne te connaît pas bien, Amy. Et si tu venais plus souvent, mais elle me coupait la parole, ne t'avise pas de me mettre ça sur le dos. Et elle partait se plaindre à Ethan. Puis, par un mardi matin ordinaire, mon monde a été déséquilibré, une fois de plus.
Tenant un test de grossesse, le cœur battant, j'ai vu le résultat positif. La peur m'a envahi. Ma première grossesse avait été si difficile, ma santé si compromise. Mon corps pouvait-il en supporter une autre? En reconstituant le calendrier, j'ai réalisé que j'étais déjà bien avancée dans mon premier trimestre. La décision, semblait-il, avait été prise sans que j'en sois pleinement consciente. Les mains tremblantes, j'ai appelé Ethan au travail pour lui annoncer la nouvelle. Sa réponse a été laconique. Que est-ce qu'il y a? M'a-t-il demandé avec une pointe d'impatience dans la voix. Ethan, je suis enceinte. Ai-je dit, la voix hésitante. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis, dédaigneusement, écoute, Lisa, je suis occupée. Nous parlerons plus tard. Et ne quitte pas ton travail, d'accord? Nous ne pouvons pas nous le permettre. La ligne s'est coupée. Me laissant les yeux rivés sur mon téléphone, me sentant plus isolée que jamais. Heureusement, cette grossesse a été moins pénible que la première. Les nausées matinales étaient supportables et ma vision est restée stable, ce qui m'a permis de continuer à travailler. J'étais déterminée à subvenir aux besoins de ma famille grandissante. Cependant, à mesure que mon ventre grossissait, la distance entre Ethan et moi semblait se creuser davantage. Il passait de plus en plus de temps chez sa mère, rentrant souvent tard. Un soir, épuisé par la gestion de notre bambin et de ma grossesse, j'ai demandé de l'aide à Ethan alors qu'il passait la porte. Tu peux lui lire une histoire? Je suis épuisée, ai-je dit, espérant un peu d'aide. Ethan a jeté un coup d'œil sur nous, puis sur sa montre. Je ne peux pas. J'ai promis à maman de l'aider à enlever quelques meubles. Ne m'attends pas. Et sur ce, il est parti. Me laissant seule avec notre fils et mes larmes. À l'approche de mon 7e mois de grossesse, je me suis préparée pour Thanksgiving. Les invités ont commencé à arriver dans l'après-midi, y compris mes parents qui ont immédiatement mis la main à la pâte. La maison s'est remplie du bourdonnement réconfortant des bavardages et des rires. Juste avant le dîner, on a de nouveau sonné à la porte. C'était Brian, le jeune frère d'Ethan, et il n'était pas seul. Tout le monde, voici Christine, annonça Brian en présentant sa fiancée. L'ambiance de la salle se transforme en joyeuse félicitation. Amy est arrivée peu après, ses yeux s'illuminant devant Christine. Tout au long du dîner, elle a couvert Christine d'attention, lui posant des questions sur son travail de manager dans une banque nationale. Quel prestige, s'extasie Amy, visiblement impressionnée. Puis, d'une voix plus forte, destinée à être entendue de tous, Amy a déclaré. Christine gagne 220 000 $ par mois. Voilà le genre de belle fille dont j'ai toujours rêvé. Intelligente, belle, prospère. Ces mots m'ont piqué, d'autant plus qu'elle m'a jeté un regard acerbe en ajoutant que, contrairement à certaines personnes qui ne peuvent que faire des bébés et engendrer la pauvreté, j'ai senti mes joues chauffer sous l'effet de l'humiliation. Ma mère s'est hérissée à côté de moi, prête à me défendre, mais je l'ai gentiment arrêtée, ne voulant pas envenimer la situation. Tu sais, continua Amy, sa voix se détachant avec tant de douceur. Pourquoi ne pas continuer cette belle soirée dans ce nouveau restaurant du centre-ville? C'est moi qui offre, bien sûr. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, Amy, ainsi qu'Ethan, Brian et Christine, se dirigeaient vers la porte. Ethan ne s'est même pas retourné. Le départ a vidé la salle de son esprit festif et bientôt nos autres invités ont commencé à partir, offrant de maigres excuses. Seuls mes parents sont restés. Un soutien silencieux dans la maison, soudain silencieuse. Mais j'ai refusé leur aide, insistant sur le fait qu'ils avaient eux aussi besoin de se reposer. Une fois qu'ils sont partis, je me suis enfoncée dans le canapé, submergée par les larmes. Au fil des heures, mes sanglots ont résonné dans la maison silencieuse. Ma main se posait sur mon ventre en pleine croissance, perdue dans mes pensées sur la façon dont ma vie s'était déroulée jusqu'à ce point. L'aube approchait lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en grinçant. Ethan est entré en titubant, empestant l'alcool et la fumée de cigarettes, sans un mot, se dirigeant directement vers notre chambre. Les mains tremblantes, j'ai pris mon téléphone et fait défiler les médias sociaux. Là, dans une série de photos, Amy,
Ethan, Brian et Christine souriaient dans une boîte de nuit de luxe. Et la légende m'a piqué, le meilleur Thanksgiving de tous les temps avec ma vraie famille, alors que la date de mon accouchement approchait. Un mélange d'excitation et d'anxiété m'a envahi. Les médecins avaient programmé une nouvelle césarienne, étant donné le peu de temps écoulé depuis la dernière. Même si j'essayais de me concentrer sur l'arrivée de notre nouveau bébé, les doutes concernant Ethan assombrissaient mes pensées. Par un froid après-midi d'hiver, j'ai remarqué qu'Ethan déballait des sacs remplis de vêtements d'été. Confuse, j'ai demandé. Que est-ce que c'est que tout ça? Je viens de voir une bonne vente. Je me suis dit qu'il fallait que je renouvelle ma garde-robe. Il m'a répondu en évitant mon regard. Cela ne collait pas, mais avec l'arrivée du bébé, j'ai mis mes soupçons de côté. J'avais économisé avec diligence, veillant à ce que nous ayons assez d'argent pour payer l'hypothèque, les factures et même une babysitter pour notre enfant de 4 ans. Heureusement, mon employeur avait approuvé 3 mois de congé sans solde. 5 jours avant la césarienne prévue. Le chaos a éclaté. Je me reposais quand Ethan et Amy ont franchi la porte, le pas pressé. Je les ai suivis jusqu'à notre chambre et j'ai trouvé Ethan en train d'emballer à la hâte les nouveaux vêtements. Ethan, ai-je dit, ma voix s'élevant avec la panique. Que est-ce que tu fais? Nous allons tous au mariage de Brian à Hawaï, répondit-il sèchement. Mais ma césarienne est dans 5 jours. Qui va s'occuper de notre fils? Protestai-je. Tu te débrouilleras. Tu t'en sors toujours, dit froidement Ethan en refermant sa valise. Avant que je puisse prononcer un autre mot, Amy et lui sont sortis, me laissant dans un silence stupéfait. Et la réalité m'a frappé comme un raz de marée. J'ai vérifié frénétiquement notre compte commun, vide. Tout l'argent que j'avais économisé avait disparu. Les doigts tremblants, j'ai appelé Ethan. Quoi? S'est-il exclamé lorsqu'il a enfin répondu. L'argent. Toutes nos économies, où sont-elles? Balbutiai-je. Après une pause, son rire froid m'a rempli l'oreille. Nous en avions besoin pour le cadeau de mariage de Brian. Ne sois pas si gourmande, Lisa. Puis la ligne s'est coupée. Soudain, une douleur aiguë m'a traversé l'abdomen. En regardant vers le bas, j'ai vu une flaque d'eau se former à mes pieds. J'avais perdu les os. La panique s'est emparée de moi lorsque j'ai réalisé le risque imminent pour ma cicatrice de césarienne. Serrant mon téléphone d'une main et mon ventre de l'autre, j'ai appelé les services d'urgence. L'hôpital était un tourbillon d'activité. Les médecins criaient, les machines émettaient des bips. Je me suis réveillée des heures plus tard avec le doux bip des moniteurs. Le visage baigné de larmes de ma mère planait au-dessus de moi. Lisa, chuchote-t-elle en me serrant la main. Tu vas bien, le bébé va bien? Lentement, la réalité de ce qui s'était passé s'est imposée à moi. J'avais failli perdre la vie. J'avais failli perdre mon bébé. 5 jours après ma césarienne d'urgence. Je me sentais étonnamment résistante, tant physiquement qu'émotionnellement. Les médecins ont été impressionnés par mon rétablissement et m'ont rapidement donné le feu vert pour rentrer à la maison. Pendant ce temps, Ethan n'avait pas pris la peine d'appeler une seule fois, ni pour vérifier si j'étais en vie, ni pour s'enquérir de son nouveau fils. À ce moment-là, j'ai compris que notre mariage s'était irrémédiablement brisé. J'ai contacté mes parents, leur demandant si je pouvais rester temporairement avec eux. Ils m'ont immédiatement accueilli avec mes garçons, m'offrant non seulement un endroit où rester, mais aussi le soutien émotionnel dont j'avais désespérément besoin. Pendant qu'ils s'occupaient de leurs petites filles, j'en ai profité pour me reposer et commencer à rechercher des avocats spécialisés dans le divorce, tout en rassemblant les documents financiers nécessaires. Une semaine après avoir quitté l'hôpital, Ethan a finalement appelé. J'ai ignoré ses 5 premiers appels et n'ai répondu qu'au 3e. Où diable es-tu? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Il a demandé, sa voix mêlant colère et confusion. Calmement, j'ai répondu, je suis chez mes parents avec nos fils. J'ai demandé le divorce. Et la réaction d'Ethan fut un mélange d'incrédulité et de moquerie. Le divorce? Tu te moques de moi?
Après tout ce que j'ai fait pour toi, dit-il en riant amèrement. Tout ce que tu as fait? Répliquai-je, la colère montant. Comme m'abandonner juste avant l'accouchement ou voler nos économies, oh, oublie ça, se moque-t-il avec dédain. Je te rembourserai. Il n'y a pas de problème. En fait, je ne veux même plus te revoir. Tu sais pourquoi? Parce que je vais devenir riche. Et elle parle d'une offre d'emploi de la nouvelle femme de Brian, Christine, qui lui a promis de le rendre riche au-delà de toute espérance grâce à une nouvelle entreprise financière. Tu n'as jamais cru en moi, Lisa? A-t-il craché. Tu m'as toujours empêché d'avancer. Eh bien, devinez quoi, je suis libre maintenant. Et toi? Tu n'es qu'une perdante qui ne voit pas le potentiel quand il est devant eux. Elle est le point et la procédure de divorce a été étonnamment rapide. Ethan n'a pas contesté grand-chose. Il a rendu l'argent qu'il avait pris et a accepté de payer une pension alimentaire. Comme c'était moi qui effectuais les paiements hypothécaires, attestés par des années de relevés bancaires, le juge m'a attribué la maison sans hésitation. Le jour où j'ai emménagé dans ce qui était désormais ma maison, Ethan était là, en train d'emballer ses dernières affaires. Il a ricané lorsque je suis entrée, notre bébé et notre enfant en bas âge à mes côtés. Profite de ce taudis tant que tu le peux, a-t-il raillé en portant un carton. Bientôt, je serai dans un manoir et je nagerai dans l'argent. Vous verrez ce que vous avez raté. Lorsqu'il est parti. Un profond sentiment de soulagement m'a envahi. La maison me semblait plus grande, plus lumineuse et libérée de l'ombre de sa présence. 1 an et demi plus tard, la vie s'était installée dans un nouveau rythme pour moi et mes garçons. J'avais repris le travail et trouvé un équilibre entre ma carrière et la maternité. Ce n'était pas toujours facile, mais nous étions heureux, en bonne santé et épanouis. Puis, un mardi ordinaire, mon téléphone a vibré avec une alerte qui m'a fait tomber la mâchoire. Un banquier local a révélé sa fraude et laisse sa famille en ruine. L'article décrivait un scandale choquant impliquant Christine, qui avait monté une escroquerie élaborée. Elle avait persuadé Ethan, Brian et amis d'investir dans une société financière inexistante en contractant des emprunts massifs, ce qui les avait menés à la ruine. Ils avaient même hypothéqué la maison d'amis, investissant chaque centime dans cette entreprise fictive. Et elle s'est avéré que Christine n'était pas du tout banquière. Le bureau qu'elle leur avait montré n'était qu'une location à court terme, un élément de sa grande tromperie. Elle a disparu avec des millions, ne laissant derrière elle que des documents falsifiés et des rêves brisés. Pour ajouter l'insulte à l'injure, j'ai découvert qu'ils avaient également contracté un prêt supplémentaire pour financer le mariage extravagant de Brian et Christine à Hawaï. L'événement même auquel Ethan nous avait abandonnés pour assister. En lisant les détails choquants, un mélange d'émotions m'a envahi. La surprise, l'incrédulité, je dois l'admettre, un soupçon de justification. Les retombées ont été dévastatrices. Incapables de rembourser leurs énormes dettes, ils ont tout perdu. La maison d'amis, leurs voitures et même leurs effets personnels ont été saisis par les créanciers. Il ne leur restait plus qu'une dette écrasante. J'ai appris par la rumeur qu'Amy avait dû se résoudre à travailler comme caissière, gagnant à peine de quoi se payer un petit appartement et des courses. Ethan et Brian se sont retrouvés dans une situation désespérée, leur rêve de richesse et de succès complètement détruit. J'ai ressenti un profond soulagement d'avoir divorcé d'Ethan au moment où je l'ai fait, épargnant à mes enfants et à moi-même la ruine financière qui engloutissait la famille de mon ex-mari. Alors que je pensais avoir dépassé ces événements tumultueux, mon téléphone a sonné. C'était le numéro d'Amy. Contre mon gré, j'ai répondu. Lisa, la voix d'Amy est apparue, timide et différente de son ton habituel. Nous avons besoin de ton aide, a-t-elle plaidé, demandant s'il pouvait rester avec nous. Les enfants ont besoin de leur père et de leur grand-mère? Insista-t-elle. On ne peut pas tourner le dos à sa famille dans des moments pareils. J'ai pris une grande inspiration, les souvenirs des blessures passées me revenant en mémoire. Les humiliations de l'action de grâce, le fait d'être laissée seule alors que j'étais enceinte et sur le point d'accoucher, et toutes les fois où il m'avait rabaissée et rejetée. Et la famille? Répondis-je d'une voix ferme.
Tu ne t'es pas préoccupé de la famille quand tu m'as laissé seule, enceinte et en danger. Tu ne t'es pas préoccupé de la famille quand tu as aidé à voler mes économies. Tu ne t'es pas préoccupé de la famille quand tu m'as insulté. Ami a tenté de m'interrompre, mais j'ai continué. Je suis désolé pour ce que tu traverses, ami, mais je ne suis pas responsable des choix que toi, Ethan et Brian avaient fait. Ma priorité est mes enfants et je ne peux pas les exposer à l'instabilité que vous êtes. Infligez. S'il vous plaît. Ne nous contactez plus. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement bloqué son numéro. En posant le téléphone, j'ai eu l'impression qu'un poids se détachait de mes épaules. C'était enfin, vraiment terminé.